Bonjour. Je vais refaire une petite vidéo ici, toujours au sujet des masques. J'allais vous montrer la production d'hier. Toujours mon détol, hein. Détol dilué, au lieu du gel hydroalcoolique qui coûte cher. Voilà, on désinfecte le plan de travail, puisque mes masques sont stérilisés au congélateur. Donc une fois que je les ai emballés, j'ai inscrit le nombre de masques dessus pour savoir à comment tenir. Ici c'est 5 masques par sachet. Les sachets, je les ai scellés avec un processus à chaud qui coule le plastique, hein. Donc voilà. Ça c'est 25 masques. Donc ouais, ma production n'est pas énorme, mais je chipote beaucoup avec la machine à coudre. Je suis pas un pro, hein, je l'ai dit. Alors je suis en manque d'élastique aussi. J'en ai encore 2-3 rouleaux, mais je vais pas faire très long avec. J'ai plus de fil de fer, mais je crois que je peux remplacer par des attaches de fermeture de sacs poubelles en fer. Ça, j'en ai encore plein. Donc je vais faire des tests après. Donc ça, c'est ce que je vais aller livrer tout à l'heure. Quand on aura fini cette vidéo, j'irai donner ça aux caissières et peut-être à la police s'ils en veulent, pour contrôler les gens en toute sécurité. Mes recherches sur internet. Ah, je vais jeter ce papier. Mes recherches sur l'internet au sujet de ce virus, j'ai fait encore quelques découvertes, notamment au sujet toujours du pont ionophore. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est le zinc, l'ion zinc, le Zn2+, donc un ion positif qui empêche la polymérase de l'ARN messager, donc de l'acide ribonucléique du virus. Donc le zinc vient se fixer aux extrémités du brin d'ARN et il l'empêche d'être lu par les ribosomes. Donc la polymérase ne se fait pas et donc le virus ne se développe pas, aucune protéine virale ne peut être créée. Donc c'est le zinc qui bloque vraiment. Alors donc, comme c'est un ion positif, il ne passe pas la membrane cellulaire, il n'arrive pas dans le cytoplasme, ou alors il arrive en très faible quantité. Donc pour le faire passer, il faut un pont ionophore. Ce pont ionophore, donc c'est la chloroquine, comme j'avais dit, c'est la quercétine également. Donc j'ai vu une étude de 2014 qui disait que c'était la quercétine, enfin que la quercétine était un pont ionophore pour le zinc. Mais j'ai vu aussi, donc il y avait une étude de novembre 2010 qui signale que la pyrithione est aussi un pont ionophore qui permet le passage du zinc. Donc, et selon cette étude sur la pyrithione, une fois que le zinc est passé à l'intérieur, il arrive à bloquer les virus influenza, c'est-à-dire la grippe ordinaire, le poliovirus, les coronavirus, les différents coronavirus, les artérivirus. Donc ça fait toute une batterie de virus qui sont bloqués par le zinc et par des molécules aussi simples que la quercétine, la pyrithione, la chloroquine, et qui sont des molécules qui ont été découvertes il y a un bail et sur lesquelles il n'y a plus de brevets. Et donc on comprend pourquoi les laboratoires essayent de garder ça secret, parce que si les médecins traitants, eux aussi essayent de garder ça secret, certainement les pharmacies aussi, parce que si le médecin traitant au premier symptôme d'une grippe, une toux, un peu des maux de tête, un peu de température, si à chaque fois il prescrivait pendant 4-5 jours de la chloroquine et un supplément de zinc, l'hydrochloroquine, c'est-à-dire que l'hydrochloroquine par rapport à la chloroquine phosphate a moins d'effets secondaires. Donc l'hydrochloroquine, elle est plus soluble aussi, donc plus efficace. Le nom générique, du médicament, le nom commercial, c'est le Plaquenil en Belgique, je crois. Donc si les médecins prescrivaient du Plaquenil, de la vitamine C en forte dose, genre 5-6 grammes par jour, donc de l'acide ascorbique sous forme liposomale pour qu'il soit absorbé par
le tube digestif et qui ne soit pas donc rejeté par les selles sous forme de diarrhée. Donc pour que l'acide ascorbique, la vitamine C soit absorbée donc, sous forme liposomale, facile à fabriquer chez soi, acide ascorbique, on peut les acheter au kilo, donc ça ne coûte rien. Donc si le médecin lui suffisait de prescrire ça, quelques jours de vitamine C à forte dose, de la chloroquine à faible dose ou de la quercétine avec encore moins d'effets secondaires à faible dose et un supplément de zinc, ben, on vient à bout de quasi tous les virus qui courent en toute saison, quoi. L'influenza, le poliovirus, enfin le poliovirus j'espère qu'il n'en court plus, coronavirus, les artérivirus. Donc, il suffirait, ce traitement est tout simple, donc ils le prescrivent, on est guéri et c'est fini. On peut retourner au boulot et... Ah, je vais attendre un bon moment, tu attends encore un peu, je te répondrai plus tard. Donc, le traitement de ces virus est simple, quoi. La charge virale est réduite d'après par rapport au coronavirus et les études que vient de faire donc le DJ Raoult, le virologue à Marseille. Les études qu'il a faites sur l'hydroxychloroquine, donc la charge virale est réduite en 6 jours et quasi inexistante par rapport aux 20 jours de charge virale du coronavirus si on ne traite pas, donc on reste 20 jours avec une forte charge virale. Donc, ça veut dire qu'au premier symptôme, au tout premier symptôme, c'est avant que ce soit des symptômes graves, au tout premier symptôme, on prescrit cette hydroxychloroquine. On peut même prescrire, mais là, je suppose que ça, c'est le médecin qui établit si c'est nécessaire ou pas l'azithromycine. Azithromycine, c'est je vais noter, du Zitromax, quoi, c'est le nom de l'antibiotique, puisqu'il agit sur les macrovirus, ça a été démontré également. Et il agit aussi contre des surinfections bactériennes, donc liées à la faiblesse pulmonaire. Donc on peut prescrire ça et en quelques jours, ben, c'est fini. On stoppe la contagiosité du patient et on stoppe aussi sa maladie. Et donc si c'est pris très tôt. Donc tout ça c'était pour dire que la stratégie actuelle qui dit qu'il faut attendre des symptômes de fièvre, de grosse fièvre, de détresse respiratoire et tout ça avant de se présenter à l'hôpital est complètement ahurissante, puisque ça veut dire qu'on a déjà une charge virale depuis pas mal de jours, on a fait l'incubation, on a déclaré la maladie, et là on en est à déclarer les symptômes dangereux. Donc ça veut dire qu'on a déjà infecté certainement son entourage, 2-3 personnes, et qu'on arrive à l'hôpital, donc on surcharge les hôpitaux. C'est complètement ahurissant, alors que l'action thérapeutique efficace, ce serait pour les médecins traitants, dès qu'il y a les symptômes, les premiers symptômes, ce serait de faire un test PCR, donc Polymerase Chain Reaction, pour déterminer si la personne est positive au coronavirus ou à d'autres virus. Je suppose qu'on pourrait le faire pour l'influenza, pour toutes les maladies virales, en fait. Une fois qu'il a le diagnostic de positivité, ben, il coupe la charge virale en donnant un pont ionophore qui permet de faire entrer le zinc dans la cellule et qui permet à la cellule d'empêcher la réplication du virus. Ça, c'est le principe thérapeutique que tous les médecins généralistes devraient établir. Pour ce qui est des antibiotiques, j'avais dit l'autre fois que les antibiotiques n'étaient pas automatiques. Je ne dis pas qu'il faille que les antibiotiques soient automatiques. Je voulais dire par là que si on fait un antibiogramme pour chaque pathologie pulmonaire, angine et tout ça, donc si on faisait travailler les laboratoires vraiment les laboratoires de tests, hein, pas les laboratoires de recherche pour les grosses firmes pharmaceutiques, eux, ils cherchent des nouveaux brevets, ils ne cherchent pas des molécules, ils ne cherchent pas l'efficacité des molécules, puisque comme j'avais dit, la pyrithione, c'est depuis 2010 qu'on le sait que ça bloque les trucs. Donc, on ferait travailler les laboratoires de tests, on les équiperait partout en Belgique, suffisamment de laboratoires de tests pour que dès qu'un généraliste a besoin d'un examen, il puisse faire un antibiogramme. L'antibiogramme lui dit exactement quel antibiotique, quelle batterie d'antibiotiques sélectionner.
et on donne des antibiotiques dès le début, quoi, automatiquement. Et à ce moment-là, on casse toutes ces maladies saisonnières, toutes ces maladies pulmonaires, et on évite les complications, et surtout on évite les contaminations, les épidémies, et donc le danger d'infecter une personne qui, elle, est faible parce qu'elle est immunodépressive, parce qu'elle est... elle a d'autres pathologies secondaires, des pathologies cardiaques, des pathologies euh, de circulation sanguine, des pathologies, la vieillesse par exemple. Enfin, donc en ayant cette attitude-là, en identifiant directement l'antibiogramme s'il y a une infection bactérienne, en identifiant la positivité à un virus, en donnant un pont ionophore pour casser le zinc, enfin pour casser le virus et faire passer le zinc, et en demandant au patient de rester strictement chez lui avec des masques s'il a des proches qui vivent dans le même... dans son domicile, donc en portant un masque chez lui, en ne sortant pas de chez lui, en se lavant les mains avant de manger, en lavant le lavabo quand il a fait sa toilette, en passant un petit peu de détol dans la douche quand il a pris sa douche. Donc si on faisait ces mesures d'hygiène élémentaires, en se taillant les ongles courts, par exemple, eh ben, on viendrait à bout de toutes les maladies saisonnières, les médecins gagneraient beaucoup moins d'argent, les pharmaciens aussi, c'est sûr. Les laboratoires de tests en gagneraient certainement un peu plus, mais voilà comment on doit penser une politique de la santé de sa population. À côté de ça, au lieu d'avoir les messages super flippants de la télé, tout ça, toutes les pratiques de confinement qui foutent à l'arrêt la vie économique d'un pays, eh ben, la télé pourrait faire son travail de justement informer la population sur les moyens qu'elle possède naturellement d'augmenter ses défenses immunitaires pour se préparer à l'hiver et tout ça. Voilà ce qu'on pourrait faire comme boulot s'il y avait des ministres de la santé assez intelligents et qui ne soient pas donc soumis au lobby, qui ne fassent pas du pantouflage, qui ne passent pas d'un poste dans le privé, dans des laboratoires, à un poste dans le public comme ministre, et puis ainsi de suite, comme ils le font tous, quoi. Donc si les liens, s'il n'y avait aucun lien qui puisse donner lieu à une suspicion de corruption, de la part des laboratoires, de la part des lobbies, eh bien voilà, on pourrait avoir des bons ministres de la santé qui établissent des plans de maintien de la population en bonne santé. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va faire un test. J'ai préparé quelques questions. Ici, donc, je les ai inscrites ici. Et on va tester le call center sur le coronavirus pour voir ce qu'il nous donne comme réponse à ces questions, quoi. Donc c'est le 0800 14 689. C'est la première fois que j'appelle, j'ai jamais appelé avant. On va voir vers quoi on va. Hein. Je mets le haut-parleur. Bienvenue à la ligne d'info coronavirus. Pour continuer en français, appuyez sur 2. Bonjour, bienvenue à la ligne d'info sur le coronavirus. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que ma conversation est enregistrée? Non, monsieur. Ah bon, parce que je vais vous poser quelques questions et je ne sais pas si vous aurez l'occasion de me répondre. C'est des questions assez précises que je me suis posées, quoi. Au sujet du coronavirus et des traitements, j'aimerais me rassurer moi-même et rassurer mes proches, quoi, pour savoir si tout se passe bien au niveau des traitements, quoi. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Je vais voir si je peux répondre à vos questions. Et si je ne peux pas répondre à toutes les questions, il faudra contacter le médecin généraliste, monsieur. Ah d'accord. Ben, en fait, j'ai vu que Trump avait choisi comme politique de traitement de donner de l'hydroxychloroquine aux Américains. Je voulais savoir si on avait des stocks de Plaquenil en Belgique, donc l'hydroxychloroquine. Et Il y a un léger problème, c'est que je vous entends très mal. Est-ce que c'est possible d'aller dans une pièce où vous avez un endroit où il y a plus de réseau, si je vous entends mal? ah, j'ai 4 barres de réseau.
Attendez, je bouge un petit peu. Vous m'entendez mieux? Vous parlez peut-être moins proche du micro parce que Ah, j'ai l'impression d'être très près du micro. d'accord, je m'éloigne un peu de mon téléphone. Donc, je voulais savoir s'il y avait des... Donc, Trump, le président des États-Unis, a décidé de choisir l'hydroxychloroquine pour soigner les Américains. Je voulais savoir si en Belgique, on avait du plaquenil, donc l'hydroxychloroquine en suffisance pour traiter les gens, quoi. Si c'était prévu qu'on les traite à la chloroquine, quoi. C'est toutes les questions techniques au niveau de soins des patients. Oui. Il faut demander directement au médecin généraliste qui seront aptes à vous répondre à ces questions. Mon médecin généraliste ou bien il y a un numéro d'appel En fait, ça, c'est un numéro d'appel pour vous aider à avoir les symptômes, pour vous conseiller d'aller chez le médecin. Mais nous, on n'est pas là pour les spécificités, questions de traitement. C'est pas nous qu'il faut poser les questions. C'est les hôpitaux qui se chargent de tout ce qui est questions de traitement ou le ministère de la Santé. C'est à eux qu'il faut poser les questions. Et le ministère de la Santé, vous avez le numéro d'une personne que je pourrais appeler alors? Vous pouvez m'accorder 2 petites minutes Oui, et je vous donne oui, ça. bien sûr, bien sûr. Je me pose au pire, non? Je me pose. Non, laisse, on va... Oh, Bah, comme ça, on peut se rendre compte de ce que c'est un appel au call center, quoi, ouais, super. en temps réel. C'est dur. Oui, 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 là, j'ai le numéro. oui. Pour être, je vais être honnête avec vous, c'est que vous allez les téléphoner et vont nous renvoyer, ils vont nous renvoyer à un faux coronavirus. Donc, toute question pour les soins médicaux concernant le coronavirus, malheureusement, nous, on n'a pas ces informations. Oui, mais pour connaître les stocks, c'est pas mon médecin traitant qui va connaître les stocks disponibles en Belgique, quoi, moi. C'est parce que moi, je suis vraiment surpris des réponses qu'on trouve dans les médias. Il n'y a aucun détail sur cette utilisation de chloroquine, alors qu'on sait que c'est la molécule qui soigne. En 6 jours, on est guéri, quoi. Donc, je voudrais bien savoir où je dois appeler pour être assuré à ce niveau-là, pour savoir si la Belgique a prévu des stocks de plaquenil, d'hydroxychloroquine, du Zitromax, donc l'azithromycine, l'antibiotique qu'on donne en parallèle, quoi. Enfin, moi, je suis surpris qu'on n'en parle pas, alors que Trump, le président des États-Unis, donc, suite aux travaux du docteur Raoult à Marseille, a décidé directement de donner de la chloroquine aux Américains, quoi. Donc, Moi, je vais vous donner quand même le numéro avec le ouais, ministère de d'accord, la Santé. d'accord. Vous avez un papier? Un instant, je prends une feuille, voilà, dites-moi. C'est le 02 Oui, 524 524 97 97. 97 97. Voilà. Là, je vais... Oui. Si vous redirigez vers notre ligne, nous, on n'aura pas la réponse à votre question. Donc, sans moi, ils vont le faire. Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont communiquer les stocks exacts avec vous. Non, pas les stocks, mais savoir si au moins c'est prévu, quoi, parce que là, ils nous font flipper en confinement. Et à part des messages angoissants, on n'a rien qui est rassurant sur le traitement, quoi. Et quand on voit qu'en Italie, ils ont décidé de ne pas du tout utiliser la chloroquine et que c'est une hécatombe, je voudrais bien savoir si nous, on est protégés par nos gouvernants, quoi. C'était ça. Je comprends tout à fait votre inquiétude, monsieur. Donc, essayez de contacter ce numéro et faites-leur part de votre inquiétude. D'accord. Ouais, de toute façon, s'ils me renvoient chez vous, ben, je leur dirai avant que vous m'avez prévenu et que je me... Nous, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Voilà. Parce qu'on n'a même pas les données sur ça. Voilà, je leur dirai ceci. D'accord. Merci beaucoup alors. Merci, au revoir. Au revoir. Bon voilà, le call center ne sert à rien quant au traitement.
pour nous rassurer sur les stocks. Donc apparemment, on va appeler le ministère de la Santé. Hein. 524 97 97. Haut-parleur. Welkom bij het contactcenter van de FOD Volksgezondheid. Wenst u verder te gaan in het Nederlands? Druk op 1. Bienvenue au contactcenter du SPF Santé Publique. If you want to speak Pour continuer en French, français, druk op 2. appuyez sur 2. Le contactcenter est actuellement fermé. Vous pouvez nous joindre tous les jours ouvrables de 8h à 13h. Afin de vous aider, nous vous conseillons de poser votre question sur notre site web www.santé.belgique.be. Choisissez Prendre contact, ensuite cliquez sur Compléter le formulaire de contact en ligne. Merci de votre compréhension. Bon ben voilà, donc on est samedi, si je dois appeler dans les heures ouvrables, ben, il y aura 40 morts de plus, 50 morts de plus, je ne sais pas moi, puisque la courbe est exponentielle, ben, elle est moins exponentielle pour les décès. Ben voilà, on en est là quoi. J'allais leur demander, j'avais plein de questions moi à leur poser, j'allais demander, y a-t-il des stocks de plaquenil, d'hydroxychloroquine, donc, de Zitromax, l'azithromycine en Belgique. J'allais demander si les urgentistes étaient au courant des interactions mortelles des différents autres antiviraux, comme le remdesivir, le ritonavir, le lopinavir, avec les autres médicaments qui sont utilisés par des patients faibles qui arrivent avec des symptômes à l'hôpital, puisque en Italie, donc, il a été prouvé que 50% des patients qui sont décédés souffraient déjà d'autres pathologies, donc au moins 50% de 3 pathologies, 25% de 2 pathologies, et 25% un peu moins de 25% d'une pathologie. Et alors, ils ont un taux de décès de 0,8%, seulement 0,8% de personnes ne souffrant pas d'autres pathologies. Donc, mort vraiment du coronavirus. Et tout laisse à penser que donc, ces nouveaux antiviraux, ces molécules brevetées, donc, qui rapporteront des sous au laboratoire, eh ben, elles augmentent les effets secondaires des ponts ionophores, comme la chloroquine par exemple. Et ça, c'est une étude que j'ai vue de la Corée du Sud, donc qui sont très en pointe, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de morts par rapport au nombre de personnes contaminées. Ils ont un très faible taux de mortalité, c'est moins de 1%, comparé à l'Italie qui... d'après les tests qu'ils font, bon, on sait qu'ils ne testent pas tout le monde, on sait qu'ils ne testent que les personnes avec symptômes, et donc forcément ils arrivent à des grands taux de mortalité qui font très peur, ils arrivent à 8% de mortalité, mais en Corée du Sud, là, ils sont beaucoup moins de mortalité, beaucoup plus de tests, et alors ils ciblent le cluster de façon efficace, et plus... une discipline de la population qui porte le masque, qui se lave les mains, qui garde des distances. Donc la Corée du Sud a vraiment des leçons à nous donner. Et parmi ces leçons, donc, d'après les études que j'ai lues, le remdesivir, le lopinavir, le ritonavir augmentent donc les effets secondaires des ponts ionophores, c'est-à-dire des arythmies, des problèmes érythémateux. Voilà, donc j'aurais voulu poser ces questions-là pour savoir si les urgentistes belges sont au courant de ça avant de donner de telles molécules antivirales brevetées, s'ils étaient au courant des interactions qu'elles ont avec les autres médicaments que les patients prennent pour les autres pathologies dont ils souffrent déjà. Donc ces patients âgés qui ont des polypathologies cardiaques ou quoi, si les urgentistes étaient au courant de ces interactions, et s'ils étaient au courant également que la chloroquine utilisée seule, donc sans ces autres antiviraux, enfin l'hydroxychloroquine sans ces autres antiviraux, donc s'ils étaient au courant qu'elle ne présente quasiment pas d'effets secondaires, que les effets secondaires sont connus depuis des lustres, et que donc ils avaient tout intérêt à donner directement de l'hydroxychloroquine, du zinc, et alors couplé avec un antibiotique ciblé comme l'azithromycine par exemple, qui agit également sur les macrovirus, comme l'a démontré donc les travaux du professeur Raoult. Je voulais savoir ça, si nos urgentistes étaient au courant, ou s'ils allaient faire comme en Italie, donner un maximum d'antiviraux, voir ce que ça donne, faire une étude à l'échelle d'un pays pour les laboratoires, une étude gratuite,
et avoir un taux de mortalité immense, quoi. C'était une question qui me taraudait. Alors, j'allais leur demander aussi si, d'après, en fait, une étude donc chinoise a prouvé que dans un lieu clos, comme un bus, un magasin, les aérosols donc contenant du coronavirus pouvaient rester en suspension dans l'air pendant 30 minutes. Et donc, ils en ont déduit donc, que ce brassage d'air et d'aérosols et tout impliquait qu'une distance de sécurité entre les personnes devait être de minimum 4,50 m, 4,50 m, pas 1,50 m ni 1 mètre. Pour les personnes sans masque, hein, évidemment. Donc, j'allais demander si les personnes responsables du choix de dire restez distant d'1 mètre, ou vous pouvez aller à l'école, ou bien vous pouvez aller en semaine dans tel magasin et le week-end pas. Donc si ces personnes qui étaient responsables de ces choix allaient être poursuivies par la justice après pour mise en danger de la vie d'autrui, donc, et pour avoir facilité l'expansion de l'épidémie, quoi. Je voulais savoir si ça c'était prévu, si des poursuites judiciaires allaient être prises contre toutes ces personnes qui nous ont mis en danger, qui ont fait les mauvais choix, qui n'ont pas commandé des masques, qui exposent les caissières. Ce sera une question qu'on devrait se poser en tant que citoyen, quoi. Ne pas les laisser encore une fois s'en tirer sans aucune suite, quoi. J'avais encore une autre question. D'abord, oui, voilà, la question c'était quand est-ce qu'on va se décider à tester toute personne avec des légers symptômes pour endiguer l'épidémie. Et comme j'avais déjà dit, donc pour endiguer toutes sortes d'épidémies, la grippe également, puisque la grippe tue bien plus que le coronavirus n'a tué pour le moment en Belgique, hein. La grippe, c'est une hécatombe chez les personnes faibles tous les ans, hein. Donc, j'allais demander si on va enfin tirer la leçon de cette épidémie-ci et tester toutes les personnes qui ont des petits symptômes et qui se présentent chez le généraliste, et si le généraliste donc fera la démarche de systématiquement faire un frottis de gorge, de l'envoyer à des laboratoires de tests, d'obtenir le résultat et de savoir donc à quel virus il a affaire. Est-ce l'influenza, est-ce un coronavirus, est-ce un artérivirus, poliovirus, j'espère que non. Et voilà, et donc si il peut prescrire tranquillement de la chloroquine, de la quercétine, de la pyrithione, enfin n'importe quel pont ionophore qui fasse passer du zinc et couper l'épidémie, quoi. Au lieu de nous donner toutes sortes de trucs, des pastilles à sucer, des compléments à 100 mg de vitamine C, 100 mg, c'est rien, c'est 100 fois la dose qu'il faut pour qu'elle soit efficace, 100 fois inférieure à la dose qu'il faudrait pour qu'elle soit efficace, puisque les Chinois l'ont donné carrément en intraveineuse, à raison de 25 grammes par jour, quoi, en intraveineuse, dans le traitement du coronavirus. Donc les pastilles avec de la lidocaïne, les sirops contre la toux, toutes ces conneries qui servent à rien du tout contre une grippe. Donc on pourrait les éviter, ça nous coûterait beaucoup moins cher, ça coûterait beaucoup moins cher aux gens, et ils seraient très vite remis sur pied avec un bon antibiotique bien ciblé dès le début, première visite chez le médecin, antibiogramme, test polymérase, quoi, les chaînes de polymérase dans un frottis, et on pourrait tout de suite, le médecin le lendemain vous rappelle au téléphone quand il a les résultats, il vous dit ok voilà, l'ordonnance que je vous ai faite hier, vous pouvez aller la chercher parce que vous êtes vraiment positif, et d'ici 4 jours ça ira mieux, ne vous inquiétez pas, vous ne serez plus contagieux, vous pouvez sortir. En attendant, prenez les 2 masques que je vous ai prescrits, mettez-les parce que vous êtes positif, ne contaminez pas vos proches, lavez-vous les mains, mangez un peu à l'écart, conservez une certaine distance avec vos proches, n'allez pas travailler, utilisez le certificat que je vous ai fait. Voilà, une fois qu'ils auraient le diagnostic posé et certain, ils pourraient faire ça, et on viendrait à bout de pas mal de trucs, et on épargnerait la vie de pas mal de petites vieilles qui se retrouvent avec des grippes à l'hôpital, ou avec des bronchites et des complications, puisque on ne les aurait pas contaminées. Donc ce qu'on apprend maintenant par l'exagération dans ce coronavirus, ce confinement général de la population, toutes ces mesures qui sont complètement inutiles. Je veux dire, si une personne de la population n'est pas positive, il n'y a aucune raison de la confiner et d'empêcher d'aller travailler.
Donc toutes ces mesures-là sont simplement des mesures pour voir jusqu'à quel point le troupeau accepte qu'on le mène en bateau dans cette histoire, accepte de rester confiné chez lui, accepte de voir ses magasins fermés. Tout ça, c'est un test à l'échelle de l'Europe. Eh bien, simplement, un diagnostic posé clairement éviterait toutes ces conneries. Alors, et surtout, on épargnerait les hôpitaux, puisqu'on a fermé des lits en série, que nos soignants sont sur la corde raide à tout moment, parce que l'engorgement et tout ça des systèmes hospitaliers, c'est pas tout d'un coup le coronavirus, ils sont sous tension tout le temps. Et il y a un manque de personnel dans les maisons de repos, dans les hôpitaux et tout, on fait des économies à tous les niveaux, on ferme des lits, et bien forcément, il suffit d'un petit pic dû justement à un virus tel que celui-ci qui vient surajouter au virus de la grippe et à toutes les autres causes, les infarctus, les accidents, et à ce moment-là, on a submersion des services hospitaliers, et forcément, on arrive à des catastrophes. Donc, un diagnostic hâtif sur les premiers symptômes permettrait de ne jamais devoir engorger nos hôpitaux enfin, ça forme un tout, une politique de santé. Voilà. Donc, ça c'était donc une question. Donc, s'est-on décidé à tester dès le début cette fois? Alors, j'aurais voulu poser aussi une question sur les statistiques d'infection et de décès de la grippe, je veux dire normale, enfin la grippe courante, quoi, l'influenza. Je voulais savoir si on avait déjà des statistiques pour les 3 premiers mois de l'année, ici, janvier, février, mars, en Belgique, pour savoir combien il y avait eu de cas de grippe, pas de coronavirus, de grippe, et savoir combien de personnes étaient décédées de la grippe, quoi. Ça m'intéressait de savoir, pour savoir s'il y avait beaucoup plus de gens qui décédaient de la grippe ou du coronavirus. Donc si on pouvait faire ces statistiques, et alors aussi de leur demander sur quoi ils se basent pour faire des statistiques, quand ils parlent de 0,1% de mortalité, comment est-ce qu'ils peuvent savoir le nombre de gens qui ont fait vraiment une grippe dans un pays, dans la mesure où une bonne partie des gens vont avoir très peu de symptômes, vont prendre de l'aspirine eux-mêmes, vont même pas aller chez leur médecin. Donc comment est-ce qu'on pouvait arriver à des taux de mortalité, pouvoir dire, voilà, la grippe c'est 0,1%. J'aurais voulu savoir quel calcul ils utilisaient, quelles statistiques pour arriver à dire ça, et savoir si on pouvait faire le même genre de statistiques pour le coronavirus, et avoir donc des statistiques de mortalité réelles, et pas des statistiques qui vont de 1 à 8% en fonction du pays, en fonction de la politique qui a été choisie, en fonction des tests qui sont disponibles, en fonction des masques qu'on peut fournir à nos personnels soignants. Enfin, tout ça évidemment influence les statistiques, et ça va du simple au décuple, quoi. Donc autant dire que les statistiques elles servent à rien dans ces cas-là. Alors, j'aurais voulu savoir combien de morts par accident de la route depuis janvier aussi, combien de morts par infarctus, pour simplement avoir une idée si vraiment on allait mettre en confinement les gens, s'il y avait, je sais pas moi, 500 morts, bon, je suppose que c'est beaucoup moins en Belgique que 500 morts par an par les accidents de la route, puisqu'ils ont tout mis en zone 30 maintenant. Donc, mais si par exemple, au bout de 200 morts, est-ce qu'on confine les gens et on les empêche de rouler en voiture jusqu'à ce que l'année prochaine, on puisse reprendre des statistiques sur les décès liés à la mortalité par accident de la route, quoi. Donc, je voulais savoir ça, si après un certain nombre d'infarctus, on disait aux gens, stop, c'est fini, on ne travaille plus, vous êtes confinés, on confine la population, il faut qu'elle se repose, il y a trop d'infarctus cette année, hein. Donc, je voulais savoir ça, quoi, s'ils avaient ces statistiques. Alors, je voulais aussi savoir si toutes les caissières, les facteurs, les livreurs étaient testés au coronavirus avant de pouvoir aller travailler le matin. Si on avait donc la certitude qu'une caissière qui serait asymptomatique ne va pas infecter tous les clients qui vont passer devant elle, puisqu'il n'y a pas la distance de 4,50 m que les Chinois ont définie comme la distance sûre, donc ça veut dire que les aérosols qui volent de la caissière qui serait asymptomatique et qui serait porteuse pourraient atteindre n'importe quel client à 1 m, 1,50 m.
puisque ces aérosols-là resteraient une demi-heure autour de la caissière, hein. Donc le facteur, c'est la même chose. Le conducteur de bus, là, c'est encore pire, parce que là, c'est vraiment un environnement confiné. Donc pour savoir si on testait ces gens, ou si on leur donnait d'office des masques, l'un ou l'autre, ou idéalement, si on les testait, qu'on les confinait et qu'on les remplaçait par d'autres personnes testées négativement, et, où les clients pourraient être assurés, donc en croisant la caissière, en croisant le chauffeur de bus, en croisant le facteur, de se dire, ah, celui-là, c'est sûr qu'il est négatif, puisque s'il vient travailler, ça veut dire que son employeur l'a testé. Donc ça, c'était une des questions que j'aurais aimé poser. J'aurais aimé savoir aussi si des primes de risque étaient prévues, donc, pour ces caissières, donc, qui sont envoyées au casse-pipe en première ligne, sans test, sans masque. Si on leur donnait, si on allait leur accorder une prime pendant toute cette période de l'épidémie, donc une prime, moi je pense c'est 100 € par jour, ce serait pas mal, quoi, parce que les ouvriers qui s'exposent comme ça méritent cette reconnaissance, et une reconnaissance pécuniaire. Donc j'avais pensé à 100 € par caissière, 100 € par facteur, 100 € par conducteur de bus, chaque jour où il va s'exposer sans masque et sans test devant la population qui pourrait le contaminer, devant des personnes asymptomatiques, devant des personnes avec des symptômes légers qui ne se sont pas présentes à l'hôpital et qui n'ont pas été dépistées. Donc j'aurais voulu savoir si socialement il était prévu, et si les syndicats allaient faire quelque chose, si les ouvriers allaient faire quelque chose pour que ce soit le cas. D'autres questions? Ah oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de quarantaine? Enfin, quarantaine, ça induit 40 jours, mais là, on parle de quatorzaine. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'une incubation de 14 jours, alors que la charge virale dure 20 jours sans traitement? Si on ne donne pas de chloroquine, si on ne donne pas de quercétine, si on ne donne pas de supplément de zinc, si on ne fait rien, la charge virale est présente 20 jours. Ça aussi, c'est les études qui l'ont prouvé en Corée, en Chine et chez le docteur Raoult à Marseille. Donc, pourquoi 14 jours? Les 6 autres jours, alors les 6 jours avant ou les 6 jours après les gros symptômes, quid de ces jours-là? On peut retourner travailler et infecter pendant 6 jours. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on est parti sur ces 14 jours? Qui a inventé ça, quoi? Et qui sera la personne, donc, vers qui il faudra se retourner pour lui demander des comptes une fois que toute cette histoire sera finie? Donc, quel est le médecin, quel est l'expert qui a été appelé à la télévision, les experts de plateau, donc, qui viennent avec toutes leurs fake news à longueur de journée? Quel est le premier qui a parlé de 14 jours? Donc pour qu'on lui retombe dessus sur celui-là, quoi, parce qu'il est aussi responsable de la contamination de plein de gens pendant les 6 jours dont il n'a pas tenu compte. Donc ça, j'aimerais savoir. C'est pas 14 jours, c'est 20 jours. Ou alors, c'est 6 jours si on traite, quoi, avec de la chloroquine. Voilà, toutes mes questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse, hein. Bah, je m'y attendais un peu, de toute façon. Mais vous pouvez me les poser, hein. Appelez vos médecins traitants, hein, les gars. Les garces. Ah non, ça se dit pas. Les gars, les filles. Appelez vos médecins traitants, puisque il n'y a qu'eux qu'on pourra toucher. Mais les emmerdez pas trop longtemps, hein, parce que ça sert à rien de les bloquer au téléphone toute la journée. Faites des vidéos qui soient différentes de la mienne, si jamais on bloque ces vidéos un peu trop subversives. Vous laissez pas marcher sur les pieds. On se fout de nous dans cette histoire, on se fout de nous. On se fout de nous, exigeons un gouvernement de plein droit, exigeons un parlement de plein droit, sans pouvoirs spéciaux, exigeons des institutions qui permettent de donner des gouvernements sitôt le lendemain des élections. Prenons en main notre démocratie. C'est pas normal que nous, les Belges, nous soyons complètement déconnectés de ce gouvernement. On devrait être avec un gouvernement proactif. On devrait être membre de ce gouvernement chacun par des procédures telles que le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, tous des outils démocratiques qui nous permettraient justement de contrôler ceux qui nous gouvernent, ceux qui prennent les pouvoirs spéciaux, ceux qui bloquent le Parlement, qui empêchent le Parlement d'intervenir, ou comme en Israël, Netanyahou, là, qui ferme la Knesset. Enfin, ça s'appelle des dictatures une fois que ça se passe comme ça. Une fois que
les citoyens baissent les bras, ne s'occupent plus de leur démocratie, ben, on appelle ça une dictature. Parce que eux, on leur donne ça, ils vont prendre ça évidemment. Et en plus, ils vont prendre les salaires qui vont avec. Et les seuls moments où on attend vraiment qu'ils soient efficaces, c'est-à-dire des moments de crise comme ceux-ci, ben, ils vont prendre les pires décisions et nous imposer des restrictions de liberté telles que ce confinement. Ah oui, j'aurais voulu aussi poser une question au call center. Dans quelle mesure, si j'éteins ma géolocalisation sur mon téléphone quand je sors, si je bloque la fonction géolocalisation, dans quelle mesure les applications telles que celles qu'on a vues hier au journal télévisé donc, ne sont pas en mesure de me géolocaliser? Parce que moi, je tiens beaucoup à ma liberté privée, à ma vie privée. J'ai pas envie qu'on sache ni que des startups utilisent mes données pour faire des statistiques bidons. Donc, je voulais savoir si bloquer la géolocalisation permettait donc de contrer cette surveillance de masse, ou s'il fallait carrément éteindre le GSM, ou mieux encore, retirer la pile dehors, parce que alors c'est ce que je ferais, quoi. Et si c'était pas le cas, ben, je laisserais mon GSM chez moi, dehors de mes déplacements, parce que moi, c'est pas franchement un outil qui est vital pour moi. Il me permet d'appeler, de temps en temps envoyer des SMS, mais je suis pas fada de ce genre de technologie. C'est utile, mais ma liberté vaut mieux que le confort de pouvoir l'utiliser n'importe quand, si ce confort est au prix de devoir préciser ma géolocalisation, de devoir préciser mes goûts, d'avoir des pubs ciblées, tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Et ça m'intéresse encore moins que des gens puissent profiter de ces données-là pour se faire de l'argent, des startups, des big data, sans que moi j'en vois la couleur, quoi. Ou alors, si on prend mes données de géolocalisation, ben alors à ce moment-là, qu'on me passe du fric, quoi, parce que dans la mesure où j'aide ces startups et que ces startups me versent 10 € par mois pour savoir où je suis, par exemple. Et si j'accepte, ben, à ce moment-là, ok, quoi. Mais pas gratuitement, pas comme ça, pas me voler mes goûts, les sites sur lesquels je vais, tout ça pour cibler des pubs qui vont faire fonctionner cette machine inutile dont je me passerai bien, quoi. Voilà, voilà, tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vais aller livrer mes masques, hein, parce que sinon, tout sera fermé, là. Et puisqu'on a reçu 5 millions de masques, je suppose que les hôpitaux sont servis pendant 2-3 jours, ont suffisamment de masques. Donc je vais moi maintenant braquer sur les caissières, les policiers, tous ceux qui nous rendent d'autres services au quotidien et qui permettent encore à la société de tourner un petit peu, quoi. Je vous remercie de votre écoute. Bye bye.